je vais passer au deuxième talk, que je fais moi-même du coup. Ça s'appelle Management bienveillant, proposition tangible derrière le bullshit. Management bienveillant est un thème qui est très présent dans le management en général et particulièrement sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il y a des gens qui passent du temps sur LinkedIn. Et c'est extrêmement tricky, le management bienveillant. Alors pour expliquer mon expérience avec le management et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Attends, hop. Moi, je suis du coup le président de SelfCity, qui est une entreprise qui travaille à bouleverser, à complètement transformer le secteur de la maintenance des logements. Maintenance des logements, c'est plomberie, chauffage, clim. Et nous, en fait, on amène de la technologie à tous les niveaux pour créer un service qui soit beaucoup plus qualitatif, moins cher et beaucoup plus éco-responsable. On parlera de SelfCity plus tard, si vous voulez, mais le sujet qui est intéressant avec SelfCity, c'est que quand j'ai créé SelfCity il y a 4 ans, je n'avais pas vraiment d'expérience avec le management. J'ai eu quelques aventures entrepreneuriales où on était surtout entre fondateurs. Et entre fondateurs, le management, ça fonctionne un peu différemment. Et avec SelfCity, non seulement j'ai dû me confronter très rapidement à la problématique de manager des gens, mais en plus j'avais deux publics très différents que je manageais. J'avais le public auquel j'étais habitué, c'est-à-dire des gens qui ont des formations à peu près proches de la mienne. Moi, je fais une école d'ingé. Et j'avais un public qui était des techniciens, plomberie, chauffage, clim, qui obéit qui a un fonctionnement différent, dont la mission est extrêmement différente, puisque un technicien, contrairement à un ingénieur qu'on veut recruter, l'ingénieur, il a un livrable à faire, je sais pas, dans 2 semaines, et il a une certaine liberté à disposer de son temps. Un technicien va avoir un rendez-vous à telle heure, un autre rendez-vous à telle heure. C'est beaucoup plus cadencé, c'est beaucoup plus contraignant. Du coup, j'ai dû apprendre sur le tas à manager ces 2 styles différents. Et les 2 premières années ont été un peu difficiles. Il y a eu beaucoup j'ai dû me rendre compte que la méthode intuitive ne fonctionnait pas. Ça c'est avec le cofondateur de SelfCity à l'époque, ça ne s'est pas très bien passé, donc on s'est séparés. J'ai failli aussi perdre notre premier employé qui aujourd'hui joue un très gros rôle. Il est resté, mais voilà, parce qu'il a fallu que j'apprenne sur le tas. Et je vais vous parler un peu de quelles sont les règles que moi je me suis sorti que j'ai déduites pour moi-même, pour le management, et le partager avec vous. Et ça concerne du coup le management bienveillant. Alors, ma présentation a 2 axes. Le premier, c'est manager ses attentes en tant que manager. Parce que pour moi ça commence là. Et le deuxième, c'est à grand pouvoir, grande responsabilité. Vous devez connaître cette phrase. Alors, manager ses attentes. En fait, quand on a une recrue, ou même un associé, on peut classer nos attentes sous 2 catégories. Nos attentes personnelles et nos attentes professionnelles. Alors, qu'est-ce que j'appelle par attente personnelle? Je vais exprimer ces attentes-là par des phrases que l'on peut dire quand on a des attentes personnelles envers un employé. Par exemple, je t'ai donné une opportunité. On n'a pas forcément besoin de l'exprimer, mais le fait de penser qu'on a recruté quelqu'un et qu'en fait, on lui a donné une opportunité, que peut-être on lui a donné un salaire qu'il n'aurait pas eu ailleurs, ou qu'on a recruté quelqu'un, qu'on a formé, c'est ce sentiment qu'en fait, cette personne a une dette envers nous et qu'on a été bienfaiteur de cette personne-là. Et ce sentiment est extrêmement courant chez les entrepreneurs. Et donc ça, j'appelle ça une attente personnelle. Ça veut dire de considérer qu'on a fait quelque chose de bien pour cette personne et qu'elle a une dette personnelle envers nous. Je t'ai accordé ceci ou cela. Enfin, vous mettez n'importe quel terme à la place, mais c'est cette pensée quand on est manager qu'on a donné quelque chose aux salariés, aux subalternes, et que cette personne nous doit quelque chose. C'est ce sentiment de dette. Cette attente de type personnel, ça peut se manifester. Par exemple, tu ne me soutiens pas, tu fais juste tes horaires. Quand on est entrepreneur et qu'on se bat au début pour sa boîte, on compte pas les heures, on travaille énormément. Quand on a un premier salarié qui, 18 heures, le salarié part, sur le plan personnel, on a l'impression qu'on nous laisse tomber, en fait. Parce que nous, on est en train de prendre des risques, on est en train de se battre pour sa boîte. Et ça, c'est typiquement une attente de type personnel, puisque professionnellement, dans son contrat, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, la personne respecte son contrat. Je donne tout pour ma boîte, tu t'en fous. Enfin, je caricature là les expressions. Qu'on les dise d'une manière ou d'une autre ou qu'on le ressente, c'est quelque chose qui est extrêmement courant et avec lequel moi j'ai démarré ma boîte en ayant ce sentiment-là envers les personnes que je manage. En fait,
moi, ma recommandation pour avoir un management bienveillant, c'est d'être au courant que quand on est manager ou quand on est entrepreneur, on ne sait pas payer un ami ou une amie dans sa boîte, mais on a contractualisé avec un salarié. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de l'accepter dès qu'on a son premier salarié et que le lien avec notre salarié, c'est un contrat de travail. Que peut-être, pour nous, notre entreprise, c'est la chose sur laquelle on a misé, qu'elle représente énormément pour eux, mais quand on a fait l'entretien, c'était pour un poste. Quand on a signé quelque chose, c'était un contrat de travail. Les attentes personnelles que j'ai ramenées par-dessus, il faut être conscient qu'on les a ramenées par-dessus, mais que c'est pas forcément consenti. Parce qu'on a fait un contrat de travail, on n'a pas demandé en ami ou... et du coup, alors, en fait, le problème des attentes, c'est quoi? Le problème des attentes, c'est que quand on a des attentes personnelles, qui dit attente dit déception. J'imagine qu'on a tous eu des relations, on sait ce que c'est. Et qui dit déception dit ressentiment. Parce que si vous avez des déceptions, par exemple, admettons la salariée, elle part à 18h01, la salariée, moi je considère, comme j'avais des attentes, comme moi je m'implique, je vois une personne qui part alors qu'il y a beaucoup de travail, je suis déçu. Je ne peux rien dire puisqu'il y a le contrat de travail, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir du ressentiment. Le ressentiment, du coup, il va se distiller plus ou moins dans mon management avec soit des pics, soit de la passivité, de l'agressivité passive, soit potentiellement des actions de vengeance. Quand je dis vengeance, c'est pas aller brûler la maison de la personne, mais des petits actes de vengeance parce qu'en fait, ça nous a fait mal, en fait. Ça nous a fait mal, en fait. On s'est senti trahi par une personne qui a pas suivi notre engagement. Et ça, évidemment, du coup, on a créé un environnement toxique en faisant ça. Et ça, c'est les attentes personnelles qu'on a face à un employé, ça crée un environnement toxique. Et ce qui est extrêmement... le piège de la bienveillance, c'est beaucoup dans ça. C'est pour ça que je me méfie énormément des personnes qui parlent beaucoup de bienveillance, bien que je fasse un talk dessus, sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'il y a un amalgame dans la bienveillance qui est dangereux. On peut partir d'une bonne intention. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, on se dit, j'ai une volonté de bienveillance dans le management de mon équipe. Du coup, mon management est en mode, on est ensemble, on est des amis. Hop, le mot est lâché, on est des amis. Il y a dissonance avec le contrat que j'ai signé avec les autres. Comme je pense en fait qu'on est en bande d'amis, je témoigne une certaine générosité envers mes employés. Et là, bim, en fait, eux, c'est un contrat de travail. Ils ont fini leur travail, ils partent chez eux. Ils ont leurs vacances, ils ont leur famille, ils ont leur vie. Et bien que moi, je me suis lancé dans un trip de constituer une famille bienveillante, à un moment ou à un autre, je vais taper la réalité, je vais me rendre compte qu'en fait, non, c'est juste un contrat de travail. Et du coup, comme j'ai voulu faire trop de bienveillance, mal calculée, mal mesurée, ou de la bienveillance ignorante, j'ai poussé un type de relation qui n'était pas consenti. À la fin, je suis déçu, j'ai des ressentiments, et je crée un environnement toxique. Donc, en partant de la volonté de faire un management bienveillant, j'ai rendu mon entreprise plus toxique. Donc, grande méfiance des gens qui parlent beaucoup de bienveillance. Sauf s'ils savent bien, sauf s'ils ont... mais c'est assez intéressant comme... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sympa avec son salarié, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser le salarié, si on a envie, partir beaucoup plus tôt dans la journée ou partir en pleine journée, faire un rendez-vous médical ou offrir des choses à son salarié. On peut essayer de créer un environnement sympa, mais il faut accepter le fait qu'on fait ça pour nous en tant qu'entrepreneur. Quand je donne quelque chose à un salarié, c'est pas je donne quelque chose à un salarié pour que ce salarié se sente mieux et fasse un peu mieux son travail et puisse le faire dans de bonnes conditions. Donc, il faut accepter ce côté intéressé du fait de faire plaisir aux salariés. Et ça rend une solution beaucoup plus saine, puisque si je donne au salarié et que je considère que c'est une relation personnelle et que maintenant il a une dette envers moi, c'est problématique et ça, c'est source de toxicité. Si je donne au salarié parce que moi, c'est ma politique, parce que je mets cette politique pour que mes salariés soient plus heureux dans ma boîte, je ne suis pas dans une gestion de relations personnelles, je suis dans une politique d'entreprise qui a pour objectif de fidéliser les salariés et de faire en sorte qu'ils se donnent au mieux. Et du coup, si vous voulez être sympa avec les salariés, faites-le pour vous, ne le faites pas par générosité et qui génère de la dette de l'autre côté. Vous le faites pour vous. Du coup, il y a deux types d'attentes. Au début, j'ai parlé des attentes personnelles. Donc, ma préconisation, c'est de les réduire au maximum, si ce n'est les bannir complètement. Et les attentes professionnelles. Alors, les attentes professionnelles, quand on a un poste, ce que je considère comme attente professionnelle, c'est qu'on a le droit d'attendre dans le poste, c'est
les hard skills, les soft skills, ce que j'appelle la personnalité et la capacité volonté d'adaptation. Hard skills, c'est les compétences que vous avez apprises à l'école, grosso modo, c'est je sais développer, je sais gérer une campagne marketing, c'est des choses extrêmement facilement, très facilement qualifiables et quantifiables. Les soft skills, en général, ça fait souvent partie des relations humaines, que ce soit du leadership, une aisance relationnelle, voilà, je vais donner d'autres exemples. La personnalité, moi, la manière dont je sépare soft skills et personnalité, je pense que soft skills, ça peut se mesurer sur un temps court, ça veut dire que c'est un skill que vous pouvez vraiment observer sur un temps court. Personnalité, c'est une dynamique un peu plus lente, c'est comment la personne réagit en fonction des actions. La personnalité, elle met du temps à apparaître, et pour un même soft skill, il peut y avoir des personnalités extrêmement différentes derrière. C'est pour ça la personnalité est un élément important d'un job. Une personne peut avoir une personnalité qui ne va pas avec son job, et donc ça fait partie d'un portrait-robot d'un employé pour un poste. Et ensuite, j'ai mis capacité, volonté d'adaptation. Pourquoi j'ai mis capacité et volonté? Parce que parfois, quand on veut, on peut. Parfois, voilà, si on le voulait, on pouvait, mais on n'a pas envie. Voilà, c'est aussi un élément. Alors, ce qui est important quand on a une fiche de poste avec une attente, qu'elle soit explicite ou implicite, c'est de savoir que, il y a notre souhait. Alors, soit on a 10 millions d'euros à consacrer à ce recrutement, et ce recrutement, on peut attendre 5 ans pour le faire, soit, en fait, on a un peu moins d'argent, on a besoin de quelqu'un, et en fait, on va recruter la personne qui s'approche un peu vite, et ça sera jamais la personne parfaite, et il y aura un delta, en fait, entre votre souhait et la recrue que vous avez réellement trouvé. Alors, ce qui est important quand il y a ce delta-là, un des éléments importants, il y a plein de choses, c'est que déjà, moi, je préconise, c'est de considérer que ça, c'est figé, que ça ne changera jamais. Si vous recrutez une personne, si vous trouvez qu'elle n'a pas les soft skills qui correspondent au boulot, si vous trouvez que sa personnalité n'est pas la personnalité à laquelle vous vous attendiez à ce poste-là, et qu'il y a des traits de personnalité qui sont gênants, si cette personne n'est pas dans une intention de faire des efforts parce qu'une personne peut être vraiment dans essayer de s'élever aux attentes que vous manifestez. Mais d'autres personnes, c'est en mode, moi je suis comme ça. Voilà. Et moi je suis d'avis de considérer toujours ces 3 points, vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais de considérer ces trois points comme étant complètement figés par rapport au profil que vous avez en face de vous. Ça veut dire que essayer de changer quelqu'un après l'avoir recruté sur ces éléments-là, pour moi, ne fait que générer de la toxicité dans l'environnement de travail. Et en fait, la manière dont je le vois, moi, pour le rôle du manager, c'est que si tu as mal recruté, c'est ton problème, pas celui du salarié. Ça veut dire quoi, si tu as mal recruté, c'est ton problème, pas celui du salarié? Ça veut dire que si tu as mal recruté, tu as fait un recrutement, la personne ne correspond pas, est trop loin, beaucoup trop loin des attentes minimales du poste. Il y a plein de choses à faire. Il y a tu mets fin à la collaboration. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, tu adaptes le poste et tes attentes. Tu considères qu'il y a quand même un usage intéressant pour cette personne-là. Troisième possibilité, tu gardes le salarié et tu lui reproches de ne pas être celui que tu aurais voulu qu'il soit. Je recommande de ne pas faire la troisième. Les 2 premières sont valables. Et pour moi, c'est ça la responsabilité du manager. Si tu as mal fait ton recrutement, tu assumes ton mauvais recrutement. Tu as 2 possibilités. Soit tu te sépares de la personne, soit tu t'adaptes à la personne. Mais le fait de ne pas assumer que c'est un mauvais recrutement et de considérer que c'est le problème du salarié si tu l'as recruté et que c'est à lui de s'élever pour correspondre au poste auquel tu l'as recruté alors que toi, c'est toi qui as merdé, ça crée juste de la toxicité parce que faire pression à quelqu'un pour être ce qu'il n'est pas, déjà, vous ne pouvez pas faire pression sur une personne pour qu'elle change de personnalité. Vous ne pouvez pas faire pression sur une personne pour qu'elle soit très forte sur les soft skills qu'elle n'a pas. Et si vous continuez à vouloir faire entrer une personne dans un moule dans lequel elle n'est pas, vous voulez lui générer du stress, de l'anxiété. Vous allez potentiellement, ça c'est le process qu'il faut éviter, c'est recrutement, déception, dénigrement, pression, rabaissement et séparation. Ça c'est un process qu'on peut observer couramment dans des recrutements. Il y a une étape que vous pouvez passer ici, qui est vraiment pas obligatoire. C'est l'étape dénigrement, pression, rabaissement. La personne ne correspond pas au poste, essayez de la critiquer, de lui reprocher, vous dites « Ah non, c'est encore mauvais, refait », et la personne refait un livrable, vous trouvez que c'est mauvais, vous redites « C'est mauvais, putain, mais c'est nul, mais tu comprends pas ». Enfin, non, c'est toi, manager, est-ce que tu n'as pas compris que cette personne n'a pas cette capacité? Accepte-le, est-ce que tu peux adapter le poste ou est-ce que tu te sépares de la personne? Mais rabaisser, dénigrer une personne n'est pas une étape nécessaire.
Et éviter ça, ça permet d'avoir un environnement plus bienveillant. Donc, grosso modo, la bienveillance par le management des attentes, qui est la première partie de ce talk, c'est pour moi, c'est bannir les attentes personnelles. C'est pas vos amis, c'est pas votre conjoint, c'est pas votre famille. C'est les gens avec lesquels vous êtes liés par un contrat de travail. Ça ne veut pas dire que si vous les traitez bien, certaines personnes en feront beaucoup plus. Mais ces personnes l'auront choisi, auront choisi de. Et deuxièmement, c'est les attentes professionnelles. Pour moi, c'est le job du manager, c'est d'assumer ses responsabilités. Si vous avez fait un mauvais recrutement, c'est pas la faute du salarié, c'est le vôtre. Et donc ça fait quoi? Ça fait un environnement dans lequel il n'y a pas de ressentiment, ça fait un environnement dans lequel il n'y a pas de dénigrement, et un environnement sans objectif impossible. Et en fait, la bienveillance, il n'y a pas besoin d'aller très plus loin que ça. En fait, pour créer, naturellement, si vous mettez des gens dans des jobs qu'ils ont choisis, qu'ils ont postulé, et que vous n'ayez pas l'un de ces comportements, en tout cas en tant que manager, puisque vous donnez l'exemple, en général, ça suffit pour que les gens se donnent pour leur boulot et essayent d'en faire un maximum, parce que on veut tous quand on fait quelque chose, on veut le faire bien, recruter ces gens-là, en tout cas. Et naturellement, les gens vont s'épanouir et vont naturellement s'engager un peu plus dans l'entreprise. En fait, moi, je vois le management, c'est pas le management bienveillant, je vois plus de l'autre côté, c'est par défaut, en fait. Le salarié va s'impliquer dans ce qu'il crée, va vouloir bien faire, va vouloir s'améliorer, et c'est le management toxique qui va bousiller cette envie-là. Ça veut dire, pour moi, il ne faut pas faire des efforts pour que l'employé produise mieux, mais faire des efforts pour ne pas le dégoûter du job. Et que si on fait ça proprement, naturellement, il y a des profils qui vont en faire beaucoup plus, qui vont émerger tout seuls. Et ça va favoriser que chacun fasse le mieux de son job. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, deuxième partie, c'est un grand pouvoir, grande responsabilité. Alors, j'ai un peu préparé cette slide à la dernière minute. En fait, j'ai commencé à préparer cette. Alors, les idées, je les avais quand même un peu avant. Du coup, la première partie, c'est la première fois que je la plaque par écrit. La deuxième, j'avais déjà une présentation, donc le design va drastiquement changer pour la deuxième partie. J'ai pas eu le temps de. Alors, je propose un petit jeu. Je suis manager d'une équipe. On a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Je propose une solution A. Une personne que je manage critique ma solution et propose une alternative B. L'alternative B est équivalente en termes de coût-bénéfice. On pourrait aussi prendre la B. Je prends laquelle? On vote. Alors, moi, ce que je propose, c'est de prendre la B. Pour moi, quand je dis à grand pouvoir, grande responsabilité, le rôle du manager, c'est de faire en sorte que les employés se sentent, en tout cas, ce que je préconise comme rôle, c'est de faire en sorte que les employés soient le plus valorisés possible. Et de ne pas réfléchir par ego, mais en fait, en général, de ne jamais réfléchir par ego, mais votre intérêt, c'est que vos employés, pour qu'ils produisent des résultats, même réfléchissez par résultat, mais pas par ego. Vous avez envie qu'ils soient le plus impliqués possible, qu'ils proposent des idées, etc. Si les deux solutions sont équivalentes, je profite de cette occasion pour marquer un point auprès de mon employé. Je dis, ta solution est très bonne, on fait celle-ci. Et je ne réagis pas par ego en mode non, c'est la mienne, je prends la mienne. Non, si la solution proposée est bonne, c'est proposer plutôt celle-là, marquer des points avec l'employé. Parce que de toute façon, le reste, les coûts-bénéfices sont les mêmes. Moi, je pousse le vice jusqu'à choisir la B, même si elle est légèrement inférieure là. Parce que je considère qu'en fait, faire plaisir à cet employé, qui se sent impliqué, que ses propositions passent, va ramener beaucoup plus à la boîte que si, en fait, sa solution, elle a une toute petite limite qui est négligeable, et du coup, je peux démontrer que ma solution, en tout cas, je pense que ma solution est meilleure et je pense pouvoir le démontrer, eh bien, je laisse tomber parce que je veux que cette personne, je vais la valoriser dans le... Alors, si je me souviens pas de la dernière fois où j'ai donné raison à un subordonné, il y a un problème. Ça veut dire, quand je dis le manager n'est pas là pour avoir raison, et moi je dis encore plus parce que c'est la personne qui a le pouvoir, devrait pouvoir prendre du recul sur le fait d'avoir raison et essayer de donner raison le plus possible aux autres. De toute façon, en tant que manager, c'est vous qui avez le pouvoir au final de prendre la décision. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur en fait de votre pouvoir de décision, vous avez le pouvoir de décision finale. Sachant que
vous avez ça, sachant qu'il y a ça, pour moi, une bonne métrique à garder, c'est quelle est la dernière fois où en fait j'ai proposé quelque chose, ma proposition a été contestée, j'ai dit oui en fait, je crois que tu as raison, c'est ta solution qui est la bonne. Si en tant que manager vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous avez fait ça, restez attentif. Enfin, ça veut dire qu'il y a un point d'attention. Il y a un point d'attention. Même si vous êtes le plus intelligent et que vous avez toujours la meilleure solution, il y a quand même un point d'attention. Observez un peu plus cette situation, il y a peut-être quelque chose à revoir. Et du coup, moi, quand je propose une solution et que quelqu'un propose une solution alternative, je dis pas que je suis pas là pour en train de dire ils me font chier, ils adoptent pas mon idée. J'ai l'attitude complètement inverse. J'espère que la contre-proposition sera meilleure que la mienne. Parce que si la contre-proposition est la meilleure que la mienne, je gagne sur 2 tableaux. 1, on a une meilleure proposition, une meilleure stratégie pour la boîte. 2, j'ai fait plaisir à l'employé. Si sa proposition est moins bonne, et vraiment moins bonne, pas un tout petit peu, là, je gagne sur un tableau qui est, je vais choisir la mienne parce que c'est la meilleure pour la boîte, mais par contre, je rate l'occasion de marquer un point par un employé. C'est-à-dire que le meilleur output pour ma boîte, c'est que ce soit les autres c'est que ce soit le salarié qui propose une meilleure solution que la mienne. C'est là où je marque le plus de points pour ma boîte, pour maintenant, et pour l'engagement de mon salarié. Alors, pour parler de la dimension transaction, je vais présenter la relation peut toujours être vue comme une transaction. Et là, je reviens au sujet du fait de faire plus que le devoir. Il y a un contrat de travail, chacun peut faire son minimum. Si vous voulez manager par la bienveillance, vous allez faire plus. Alors, une manière de voir le fait c'est de dire, je commence par avoir un management très neutre. Je donne rien de spécial, j'applique juste les règles, la loi. L'employé fait ses preuves. L'employé fait un peu plus que ce qu'on lui demande, et du coup, je deviens un manager sympa et moi, je fais plus de mon côté. Moi, c'est pas ça que je préconise. Ce que je préconise, c'est de partir de la base que l'employé va donner le meilleur de lui-même et de commencer par défaut à donner plus à l'employé que le minimum légal. Ça veut dire par défaut partir du principe que la personne va être impliquée, que la personne est très forte et que la personne est honnête. Un préjugé favorable, partir avec un préjugé favorable. Parce qu'en fait, en tant que manager, c'est toi le puissant. C'est pas au faible de partir avec un préjugé favorable parce qu'il a plus de risques. Dans la relation, c'est le manager qui est en position de force. Et le plus logique, si on cherche un environnement bienveillant, c'est que ce soit la personne qui est en position de force qui fasse le premier pas, pas la personne qui est en position de faiblesse. Si je suis manager et que je dis, moi je fais rien, d'abord montre, toi qui es en position de faiblesse, montre que tu es très fort pour que je fasse. Ben non, quand je dis un grand pouvoir, grande responsabilité, ça veut dire si j'ai moi plus de pouvoir, c'est moi qui vais faire le premier pas. Et donc, moi je suis extrêmement sympa. Si l'employé fait suffisamment son job, je continue d'être super sympa. Après, si l'employé ne fait pas son job, évidemment là il faut prendre des décisions. Pas dénigrer ou machin, mais prendre des décisions. Après, moi ce que je fais, c'est globalement, j'essaie toujours d'avoir une balance positive dans la relation avec l'employé. Je sais toujours qu'à tout moment, j'ai plus accordé de faveur de moi à l'employé que l'inverse. C'est plus facile de manager dans des conditions comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un travail de chaque instant, ça veut dire marquer des points à chaque occasion. Chaque décision, chaque occasion où je peux marquer des points, je peux dire oui, je peux accorder. Si ça ne nuit pas à la boîte, je vais jamais dire non pour dire non. En fait, si je dis non, il faut que j'ai vraiment une bonne raison parce que par défaut, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire le maximum de oui. Alors, quand le oui nuit à la boîte, je le dis pas. Évidemment, je suis là pour servir la boîte. Mais donc, sachant que il y a des moments où je vais devoir dire non, je rate pas une occasion de dire oui. Du coup, le manager affirmer son autorité vise à agir dans l'intérêt de la boîte. À mes managers, évidemment, je leur explique cette méthode-là. Et je leur dis, moi, si dans votre management, vous êtes là pour affirmer votre autorité et pas pour agir dans la mission de l'entreprise, c'est pas mon attente de votre poste. Moi, quand j'ai un manager, mon objectif, c'est qu'il serve la mission de l'entreprise. Et si servir la mission de l'entreprise, ça veut dire travailler sur le bonheur de la personne qui manage, et ça veut dire adopter les meilleures solutions. Si le manager, en fait, ne choisit pas la solution de ses subalternes pour affirmer son ego, derrière, fait la misère là, il utilise son poste pour affirmer son autorité. Moi, je m'en fous de son autorité. Je ne l'ai pas recruté pour qu'il affirme son autorité. Je l'ai recruté pour qu'il serve la mission de la boîte.
Donc pour moi, c'est agir dans l'intérêt de la boîte, ça va à l'encontre d'affirmer son autorité. Je t'ai positionné comme manager. Maintenant, ce pouvoir-là, c'est pas pour affirmer ton autorité, ce pouvoir-là, c'est pour servir la mission de la boîte. Et servir la mission de la boîte, ça passe par faire en sorte que les personnes qui travaillent dans ton équipe soient les plus heureux possibles, puisque c'est comme ça qu'ils peuvent donner le meilleur pour leur. Voilà, du coup, ça finit de manière un peu brutale. Donc, merci beaucoup.